Madame Mercanti-Guérin. Avant toute chose, je vous remercie d'avoir accepté de nous rencontrer. Pourriez-vous vous présenter pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas? Alors, donc, je suis Maria Mercanti-Guérin, je suis maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Et je m'occupe de tout ce qui est enseignement du numérique, plus précisément du marketing digital, de la publicité numérique, des réseaux sociaux. Et donc dans nos enseignements, on a vraiment tout ce qui concerne Internet, mais d'un point de vue approche du consommateur, e-réputation. Et ce sont des enseignements qu'on a montés il y a environ 4 ans et qui regroupent aujourd'hui plus de 200 auditeurs très motivés qui viennent d'un peu tous les secteurs d'activité, qui viennent surtout pour se former au digital et comprendre ce que ça veut dire une présence sur le web, comment on monte un site, pourquoi ça marche ou pas, qu'est-ce qu'on peut lancer comme nouveau modèle économique dans le digital. Voilà. Donc c'est un peu une fusion d'idées, de parcours différents. Vous avez publié donc plusieurs articles sur le rôle des réseaux sociaux en politique, notamment en 2010 cet article que vous avez intitulé « Facebook, un nouvel outil de campagne ». Dans cet article, vous mentionnez 2 auteurs anglo-saxons qui auraient quantifié l'impact des réseaux sociaux sur le nombre de votes récoltés par les candidats. Pouvez-vous nous présenter leur méthodologie et les résultats qu'ils ont obtenus? Alors oui, en fait cet article, donc Facebook, un nouvel outil de campagne, il est venu du succès de Barack Obama sur les réseaux sociaux. Ça m'a donné l'idée et je me suis dit mais finalement, quelle serait l'influence de Facebook sur les candidats français? Comment ils l'utilisent? Et effectivement, donc je suis partie d'une littérature anglo-saxonne parce qu'ils étaient bien plus en avance que nous sur le sujet. Alors l'article auquel vous faites référence, c'est de 2 auteurs américains, William et Gulati. Alors c'est un article assez ancien qui date de 2006 où c'est vraiment l'utilisation de Facebook au tout début par les membres du Congrès américain. Et il montre, alors la méthodologie est assez simple parce qu'en fait c'était des questionnaires envoyés aux gens qui étaient adhérents de groupes d'hommes politiques, notamment des congressmen américains, et il montre que finalement Facebook vous fait gagner quelques pourcentages de voix quand vous êtes actif sur ce réseau social, mais que ce n'est pas une courbe linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que plus vous avez de fans, plus vous allez gagner en voix. Au tout début, vous allez gagner beaucoup, c'est-à-dire que si vous doublez votre nombre de fans, vous allez gagner entre 1 et 2% de votants pour vous, et puis peu à peu, ça va se tasser. Et si vous voulez, ça indique que c'est très bien d'avoir une communauté importante, mais l'effet d'une communauté importante va finalement un peu s'éroder avec le temps, et que donc tout ce qui compte au début, c'est de créer finalement une communauté, bon, certes importante, mais je dirais de moyenne importance, mais très active. Donc vous allez d'abord capter finalement des gens les plus convaincus ou qui sont en recherche du candidat entre guillemets idéal qui va correspondre à leurs opinions, et c'est là-dessus, sur ces premiers fans, que vous allez vraiment faire la différence. Le deuxième résultat de cette étude, qui était assez intéressante, montrait que finalement c'est presque obligatoire d'être sur un réseau social, alors par exemple comme Facebook, si votre concurrent direct y est. Parce que vous allez perdre en voix si vous n'y êtes pas. Donc finalement, si je regarde un peu mes concurrents, s'ils y sont, je suis obligée d'y être. Parce que sinon, finalement, je leur laisse le champ libre sur un terrain qui est quand même extrêmement important aujourd'hui, notamment sur la cible des jeunes électeurs, qui est parfois sujette à abstentionnisme et qui est difficile à convaincre. Donc quand mes concurrents sont sur Facebook, ou sur Twitter ou sur d'autres réseaux, je suis obligée d'y être. Donc c'était les 2 enseignements importants de cette étude. Je passe à la question 4 directement, puisque vous avez mentionné qu'il fallait activer sa communauté, que c'était très important. Du coup, j'inverse la question. Oui. Vous nous apprenez donc dans cet article que les groupes politiques les plus actifs ne sont pas les groupes dédiés à un homme politique ou à un parti, mais à un projet socio-culturel mené par cet homme politique ou ce parti. Pouvez-vous élaborer un peu sur ce point? Alors effectivement, moi quand j'ai étudié un petit peu
je dirais, l'écosystème politique sur Facebook, je suis partie d'un terrain de recherche, je suis partie du congrès de Reims du PS, où j'ai étudié 3 candidats. Il y avait donc Ségolène Royal, Martine Aubry et Benoît Hamon. Et j'ai regardé en fait leur groupe et des groupes qui étaient liés à eux. Donc finalement, en tant que chercheur, je suis partie de ce qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux. Donc l'analyse des réseaux sociaux, c'est une méthodologie qui a été développée en psycho, en sociaux, qui emprunte également aux mathématiques. Et finalement, on appelle ça l'ARS. L'ARS est assez peu développée dans la vision qu'on peut avoir d'un réseau. Alors que quand on reprend un petit peu tous les principes de l'ARS, on se rend compte de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je reviens sur votre question. Un groupe fermé, c'est-à-dire parfois on se dit je veux un seul groupe qui regroupe vraiment tous les fans du candidat. Et puis plus c'est gros, mieux c'est. C'est une erreur totale. Donc déjà on a vu que c'est pas parce que vous avez beaucoup de fans que vous avez une communauté vivante. Et vous avez tout intérêt à avoir finalement un noyau, ok, un groupe qui vous appartient, qui porte vos idées. Mais ce groupe-là, il doit avoir ce qu'on appelle en ARS le maximum de degrés possibles avec d'autres groupes, c'est-à-dire de contact avec d'autres groupes. Et ces autres groupes ne sont pas forcément des groupes politiques, ça peut être des groupes sociétaux, des groupes de la vie civile qui vont, si vous voulez, porter des idées qui ne sont pas complètement les vôtres, mais qui sont quand même quelque part dans vos valeurs, et vont pénétrer d'autres communautés. Donc plus les groupes sont finalement ouverts, plus les idées vont circuler, plus le groupe est gros et fermé, moins les idées vont circuler, et donc vous allez vous retrouver avec une communauté même qui va s'étioler. Donc le principe, c'est d'avoir une communauté très ouverte avec différents types de groupes, et dans ces groupes, vous avez 3 types de groupes. Vous avez ce qu'on appelle les singles, donc qui sont des groupes isolés. Alors comme ils sont isolés, c'est difficile de les pénétrer, donc soit ça reste des petits groupes et ça ne vous gêne pas dans votre discours politique. Vous allez avoir ce qu'on appelle des grands composants, qui sont en fait des sous-réseaux à l'intérieur du réseau, et eux, c'est très important de quelque part avoir des liens entre eux, entre vos groupes et eux. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle les régions moyennes, qui sont des groupes qui sont assez connectés entre eux et qui sont destinés à grossir. Donc en fait, il faut visualiser dans les problématiques sociétales des citoyens quels sont les groupes qui sont en train de se créer, qui sont en train de grossir et sur lesquels vous avez tout intérêt à créer des liens. Comment on crée des liens sur Facebook de groupe en groupe? En fait, par les individus. Donc il faut des individus qu'on appellerait des individus ponts, qui sont à la fois affiliés à votre groupe et puis également présents et contributeurs actifs dans d'autres groupes. C'est comme ça que vos idées vont passer. Vous dites qu'il n'est a priori pas possible de prévoir la diffusion d'une information sur les réseaux sociaux. Ne pensez-vous pas qu'en étudier la pénétration des publications antérieures d'un candidat et de ses concurrents, donc en amont de la campagne, permettrait de réduire cette incertitude? Alors oui, je voudrais que on pourrait revenir sur la formulation. Il n'est pas possible de prédire, non c'est vrai, mais il est possible de suivre. C'est-à-dire que finalement, on va distinguer, donc quand on parle de cartographie des réseaux sociaux, c'est ça, on va distinguer des communautés sur lesquelles, je ne sais pas, il y a une idée hostile au candidat. Ces communautés, si je reviens au principe d'analyse des réseaux sociaux, si elles sont assez fermées, avec peu de contact avec d'autres communautés, il n'y a aucun problème. L'idée hostile va rester enfermée dans un petit cercle assez restreint. Le danger, c'est que si on commence à cartographier des liens, des connexions avec d'autres communautés, là, c'est comme un virus, ça se propage, et ensuite ça se propage de communauté en communauté, et là, effectivement, vous ne pouvez plus rien contrôler. Donc, ce qu'il faut déjà connaître auparavant, c'est la cartographie de vos réseaux sociaux. Donc, ça implique d'avoir une vision de différents types de réseaux, parce qu'effectivement, on peut travailler sur Facebook, on travaille beaucoup sur les blogs, parce que les blogs, vous pouvez avoir des blogs politiques qui ont des connexions avec des blogs style de vie, des blogs écologiques, etc. Et tout ça va se connecter entre eux
Et finalement, du coup, l'idée va circuler. Donc, vous ne pouvez pas exactement prévoir comment l'idée va sauter de communauté en communauté, mais vous pouvez prévoir que c'est possible qu'elle touche une communauté, une autre, puis une autre. Donc, la possibilité vous pouvez la prévoir. Donc, après, sur la deuxième partie de votre question, qui était... Donc oui, vous pensez du coup qu'il est possible de prévoir dans quelle communauté de prévoir oui, qu'il y a des probabilités que, voilà. Et alors là, vous venez de répondre que oui, il est possible d'identifier les groupes au travers desquels un message pourrait être diffusé. Et est-il possible d'en deviner, d'en connaître à l'avance les thèmes qui se propageraient dans certains groupes? Alors il est possible parce que c'est ce que a très bien fait Ségolène Royal avec Désir d'avenir. C'est possible de distinguer les thèmes les plus porteurs ou les thèmes qui mettent le plus en danger les candidats. Alors c'est possible avec des outils adaptés. Si je reprends Facebook, moi j'ai étudié les groupes hostiles aux candidats. Je me suis dit, ces groupes hostiles, ils déclarent clairement leur hostilité. Il y avait des groupes anti-Benoît Hamon, anti-Ségolène Royal. J'ai voulu voir un petit peu ce qu'ils racontaient. Et dessus, donc j'avais dressé une classification des contributions. Et je me suis rendu compte que ces groupes hostiles sont très peu porteurs d'idées. Ils sont juste dans l'affirmation de l'hostilité. Donc à partir de là, on ne sait rien finalement sur l'hostilité. On voit à peu près le nom du groupe, on voit quelques posts, mais finalement ce sont les groupes les moins actifs. Donc l'hostilité, finalement, on va plus la retrouver sur les forums, donc à des réactions à l'actualité. Donc on va étudier ça différemment, par exemple, de Facebook, ou à la limite de Twitter. Et si on a envie de se mettre en amont, et de connaître finalement, de savoir un petit peu quelles sont les thématiques que les citoyens aimeraient voir abordées, on peut développer des outils ad hoc. Donc Désir d'avenir, c'est un outil ad hoc où quelque part on dit aux gens, exprimez-vous sur la société, le politique il est fait pourquoi, pour résoudre quoi, etc. Quand je reprends le marketing en général, aujourd'hui il y a une grande tendance qui est la co-innovation. La co-innovation produit avec le consommateur, et il y a donc des plateformes qui sont complètement formatées pour faire réagir le consommateur à des produits nouveaux, analyser ses verbatims, les coder, voir le poids de chaque commentaire et les réactions de la communauté à un individu qui va être apporteur d'idées. Et donc ces outils ad hoc, je pense qu'on peut les utiliser en amont d'une campagne électorale pour un petit peu distinguer qu'est-ce qui peut intéresser les citoyens ou pas. Je comprends. Les participants d'un groupe Facebook ne sont pas reliés entre eux par les catégories socio-professionnelles classiques. Comment l'homme politique peut-il adapter sa communication à chacun des groupes pour toujours rester audible? Ça c'est une grande question, ça traite de segmentation. Sur Facebook, c'est vrai qu'on a découvert de nouvelles segmentations qui ne sont pas disponibles, je dirais, sur des médias classiques. Ou sur des médias classiques. Donc la segmentation du statut de l'internaute marié, célibataire, c'est important. Donc c'est le premier type de segmentation un peu novatrice. Le deuxième type de segmentation, c'est les préférences que l'on peut distinguer chez les fans, en analysant uniquement les autres groupes ou pages de marque qu'ils aiment. À travers ça, à travers ces préférences, on peut finalement dresser des profils, mais qui vont sortir, je dirais, des segmentations très, très classiques. Et on est vraiment sur une segmentation des préférences. Qu'en marketing, en recherche, on a utilisé, qui est finalement assez ancienne, et qui vont vous sortir du classique âge, localisation, revenus, CSP. Et donc, sur les préférences, j'aime tel groupe, j'aime telle page de marque. Ça en dit beaucoup sur moi. Et c'est des informations qu'on n'avait pas forcément a priori avant.
Donc on le voit dans l'Open Graph de Facebook notamment, des informations très intéressantes. Twitter s'est aujourd'hui imposé comme le réseau social politique. L'avez-vous également étudié? Non, alors à l'époque, c'est vrai que c'était encore assez récent. Twitter, c'est un réseau qui va poser de sacrés problèmes aux politiques. Sur Facebook, vous avez au moins votre page de fans, un endroit à vous que vous maîtrisez, en gros, en clair, votre maison. On voit que finalement, dans la communication politique, il y a 3 étapes. Et en tant qu'individu ou en tant que candidat, on cherche toujours sa maison sur le pays du web, je dirais. La première maison qu'on a eue, c'est un site corporate, un peu institutionnel. La seconde maison, c'est un blog. Donc on s'est rendu compte que les sites, ça marchait moins bien, que c'était mieux d'ouvrir un blog, ça faisait plus d'interactivité avec les gens. La troisième maison, c'est effectivement une page Facebook dédiée. Sur Twitter, il n'y a pas de maison. C'est un réseau de nomades, d'ailleurs avec un usage très mobile. Et finalement, votre feed Twitter, c'est pas votre maison. Vous allez quelque part, voilà, tweeter des informations importantes sur vous, mais ce feed est ouvert. N'importe qui peut vous suivre, n'importe qui peut vous interpeller. Tout le monde attend des réponses. Et du coup, Twitter est très difficile à appréhender pour les politiques, avec une viralité extrêmement forte, parce qu'en fait, le retweet fait qu'on est sur de la viralité très très forte, qui est très mise en avant, alors que le symbole de Facebook, c'est j'aime. Le symbole de Twitter, c'est le hashtag, donc le mot-clé, très identifié, et le retweet. Donc de la viralité très forte, très rapide, avec des communautés très très mouvantes, des leaders d'opinion qui, alors on pourrait discuter beaucoup des leaders d'opinion, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus concurrencés par le tout venant, et que le leadership sur le web, il commence à s'émousser, parce que justement, comme on est sur de la contre-culture, on va rejeter le leader d'opinion si on identifie qu'il est leader d'opinion. Et vous avez voilà, des feeds Twitter avec très peu de followers, qui ont juste l'information qui fait mal, qui vont la tweeter, et même avec 50 followers, ils vont se retrouver en 1 heure avec 10 000 retweets parce qu'ils ont de l'information qui fait le buzz. Donc c'est très compliqué pour les politiques, et je suis étonnée par la façon dont ils gèrent Twitter. Je trouve qu'ils ne le gèrent pas bien, dans le sens où ils n'ont pas compris que c'était un réseau. Et un réseau social, quand on vous suit, vous suivez la personne en retour. C'est la nette étiquette. C'est comme si dans la rue, quelqu'un vous tendait la main pour que vous la serriez et que vous retourniez. Je pense que les politiques sur les marchés ne font pas ça. Sur Twitter, ils font ça. C'est en gros, on me suit, j'ai 10 000 followers, mais moi je suis que 50 personnes bien identifiées. Tant qu'ils n'auront pas compris que en fait, Twitter vous met à égalité avec le citoyen, et que si le citoyen vous suit, faites-lui la politesse de le suivre, et surtout prenez le temps de lui répondre, ce qui implique en fait des community managers dédiés à votre feed Twitter. Et bien sur Twitter, vous n'allez pas apparaître finalement comme quelqu'un d'extrêmement sympathique ou maîtrisant sa communication. Donc à ce moment-là, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux carrément ne pas y aller qu'y aller mal. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur quel réseau recommanderiez-vous aux hommes et aux femmes politiques d'être présents? Alors Facebook intelligemment, sachant qu'on ne sait pas ce que va devenir Facebook, il s'est un peu seniorisé entre guillemets, c'est-à-dire que le réseau social vieillit, les jeunes ont un petit peu déserté Facebook. Ce qui était intéressant, c'était de capter un petit peu des jeunes électeurs actifs, ça l'est moins. Disons que c'est un réseau qui est devenu le moins risqué pour les hommes politiques. Moi, je dirais que Twitter, il faut y aller en érigeant un certain nombre de règles, en ayant un community manager dédié uniquement à Twitter, parce que c'est très très compliqué à gérer. Et puis surtout, vous pouvez en faire un succès, mais si vous êtes sur quelque part, et ça les stars américaines de la chanson le font très bien, sur des infos qui sont à la limite du privé et du public, où le candidat paraît humain,
Si c'est pour, je sais pas, tweeter sur la dernière conférence de presse que vous faites sur tel ou tel sujet en tant que ministre, ça n'a aucun intérêt. En fait, Twitter, il est assez exigeant. Il vous demande de vous dévoiler en tant que personne. Donc soit c'est possible et vous jouez le jeu. Sinon, si c'est pour faire de la communication institutionnelle et de haut en bas, ça ne marchera pas. Donc ce réseau-là, je ne le conseillerais pas forcément à tout le monde. Et puis derrière, sur Twitter, il faut avoir des tweetos derrière qui vont vraiment vous aider à retweeter vos tweets et vous aider en cas de problème. Et il en faut un certain nombre pour pouvoir contrebalancer des informations hostiles ou négatives. Quel est votre avis sur l'usage qui est fait des réseaux sociaux dans la campagne des municipales 2014? Alors, bon, c'est vrai qu'on a parlé d'NKM. Je trouve qu'elle a été sur beaucoup d'hostilités qu'elle gère finalement pas si mal. On voit qu'en fait, si vous n'êtes pas authentique, ça marche pas. Donc, il faut retrouver son authenticité de candidat et puis se dire sans arrêt, ok, c'est du marketing politique, c'est de la réputation. Mais à un moment, dans le réseautage social, l'authenticité est très importante. Je pense qu'elle a trouvé, donc il y a des choses intéressantes à prendre chez elle. Alors, quand je parlais de la co-création de sa campagne, c'est intéressant. Après, je vois beaucoup d'initiatives plutôt en local, sur des petites mairies, avec des petits candidats qui n'ont pas d'argent et qui savent très bien servir finalement du réseau parce qu'ils ont des gens passionnés autour d'eux qui diffusent leurs réunions de campagne et ça sent le bénévolat, ça sent un petit peu le côté artisanat et c'est ça qui plaît. Alors, ce qui est étonnant, si je reprends l'article de William et Gulati dont on a parlé, eux disent que, alors ça c'était en 2006, que finalement c'était les candidats les plus argentés, c'est qu'il y avait le plus d'argent qui était sur les réseaux sociaux, parce qu'on considérait que quelque part, il fallait extrêmement professionnaliser la chose, donc on s'adresse à des agences, on s'adresse à du conseil extérieur, et que finalement, les petits candidats, ils avaient peur d'y aller sans être vraiment formés pour ça et qu'ils n'y allaient pas. Aujourd'hui, ça change. Tout le monde y va. Et peut-être que finalement, les initiatives les plus intéressantes sont prises par tous ces petits candidats dont on n'entend jamais parler. Et puis à un moment donné, ils ont le truc qui va faire décoller leur nom. Dans cette campagne, bon, on est en France, il se passe moins de choses intéressantes qu'aux US. Pourquoi? Parce qu'on est moins dans la gestion des bases de données, dans les big data, même en politique. Les Américains ont très bien compris que, je ne sais plus quel responsable politique disait, si je veux construire une campagne d'email, je mets plusieurs semaines à rassembler une base de données de 150 000 électeurs potentiels. Sur Facebook, je vais mettre une semaine. On commence à découvrir tout ça. Donc il y a énormément de chemin à faire. Donc, vous dire, est-ce qu'il y a des initiatives qui pour l'instant m'ont énormément marqué? Je dirais finalement pas tellement pour l'instant. Et enfin, comment pensez-vous que cette communication politique va évoluer sur les réseaux sociaux? Comment souhaiteriez-vous qu'elle évolue? En fait, je dirais pour que ça marche, faut être sur de l'égalité, de la réciprocité, c'est-à-dire que le candidat ne doit pas hésiter. Par exemple, on parle beaucoup de Google Hangout en ce moment, qui permet finalement de faire de la téléconférence. Ça va prendre. De toute façon, tout ce qui va des réseaux sociaux se diffuse partout sur le web. Tout devient réseautage social. Il vous
YouTube, à mon avis, va être le prochain réseau social du politique. Mais ça va pas être forcément voilà, de mettre la vidéo de son dernier meeting. Il faut qu'on redécouvre un petit peu tout ça, avec alors peut-être des visuels assez forts, des carnets de campagne, de la photo, et peut-être que du coup les mots vont prendre moins de sens. Vous voyez, donc le discours va un petit peu, ça c'est le risque, et c'est un peu ennuyeux, va un peu s'effacer devant des réseaux qui font beaucoup. Quand je parle de YouTube, c'est aujourd'hui un réseau social, puisqu'on peut suivre des chaînes de marques ou de personnes, on peut mettre des commentaires, on peut effectivement les partager. Ces réseaux-là, qui sont beaucoup fondés sur l'image, sur l'émotion, retrouver de l'émotion quand il y a un grand meeting avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui visualisent tout ça dans leur télé, et puis certains qui sont voilà dans un palais des congrès. Il y a de l'émotion. Ça va être des campagnes, je pense, de plus en plus très émotionnelles et peut-être du coup le risque un peu moins construit au niveau des idées. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté le principe de cette interview et j'espère que vos conseils seront entendus. Merci.